Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis sûr que vous ne reconnaissez pas ma voix parce que je suis pas Mélic, désolé. Ou alors il a sacrément mué, mais il est pas là. Je sais pas pour maintes et maintes raisons, mais dans tous les cas, il manque beaucoup de monde. Autour de la table, eh bien, il y a Shadé. Salut Shadé. Il y a Amina. Bonjour. Salut Amina. Et Racine. Salut Racine. Et donc, Skander et Myriam sont où déjà? Ils passent des épreuves. On leur souhaite bonne chance. Des épreuves pour les Olympiades de la chimie. Et concours général. Ouais. Concours général. Bon. Mais écoutez, on croise les doigts pour eux et on espère que ça va bien se passer. Ça ne nous empêche pas de faire une émission. Alors, je prends le relais de Mélic, exceptionnellement, rassurez-vous. Et on va commencer, comme d'habitude, par le fil d'actualité. Eh bien, ce qu'il ne fallait pas rater de la semaine, par Amina. Bonjour monsieur Boris Vétaret. Rebonjour. Alors voilà l'actualité de cette semaine. Dans le monde, recherché pour crime contre l'humanité, Bosco Ntaganda, surnommé Terminator, devrait être transféré à La Haye en fin de semaine. Ancien protégé du Rwanda, il a été au cœur de 2 décennies de violence dans la région des Grands Lacs. Dans le monde toujours, une pirogue partie du Nigeria pour rejoindre Libreville, la capitale du Gabon, a fait naufrage à cause de fortes intempéries. Au moins 30 clandestins ont trouvé la mort. Il y avait 65 personnes à bord. On dit la haie, juste la haie, c'est pas la haie, c'est la haie. Ah, c'est la haie. Merci Oui, Gaston. C'était l'explication de Gaston. En France maintenant, la France et la Grande-Bretagne vont tenter ce vendredi à Dublin de convaincre leurs partenaires des 27 de fournir un soutien militaire à l'insurrection syrienne. Fabius à la haie a redit son argumentaire. Bien dit. Sport, les Bleus doivent d'abord s'imposer ce vendredi devant la Géorgie avant de défier l'Espagne mardi lors de la finale de leur groupe qualificatif pour le Mondial 2014. On passe maintenant à la minute insolite. Merci. L'amour rend aveugle, dit le célèbre adage. Et maintenant, d'après une récente étude, l'amour rendrait officiellement stupide. Le professeur Robin Dunbar, psychologue évolutionniste à l'université de Oxford, affirme que les parties rationnelles du cerveau humain s'arrêtent lorsqu'on éprouve des sentiments amoureux, provoquant une sensation comparable à celle des drogues. Si Michael cherchait à rester discret, c'est foutu. Après avoir découvert son infidélité avec Jessica, sa femme a décidé de se venger, et elle ne s'est pas contentée de le mettre à la porte. Un gigantesque panneau publicitaire surplombe désormais Battleground Avenue à Greensboro, aux États-Unis. On peut y lire « Traceur GPS, moins $250. Nikon avec un objectif zoom, moins $1,600. Attraper mon mari infidèle et acheter ce panneau publicitaire avec notre compte d'épargne, ça n'a pas de prix. Dis à Jessica que tu emménages. » Et signé Jennifer, rapporte le site américain Greensboro News and Record. Les blagues carambars, pas drôles, c'est fini. Désormais, de petits quiz ou problèmes mathématiques ludo-éducatifs les remplaceront, a-t-on appris jeudi auprès de la marque. On veut donner un coup de fouet à la marque et on était beaucoup critiqué sur la qualité de nos blagues, a expliqué un porte-parole de ces confiseries. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'actualité de ce vendredi, je sais pas combien. 22 mars. Le 22 mars, oui, j'avais pas précisé quel c'était le numéro du live. Je sais plus, ça c'est Mélic qui tient les comptes, je me rappelle plus. Même pas. Mélic nous manque. Voilà. Oui, pour Carambar, c'est triste, habitué à toutes ces blagues. Racine, comment tu vas faire maintenant pour faire rire les filles? Bah moi déjà je les faisais pas rire avant, donc ça va pas. Il n'y aura plus les blagues Carambar maintenant. Mais bon, ils ont changé, ils ont réussi peut-être à s'adapter, on verra. Mais ça fait très bizarre. Ouais. Nous qui avons connu Ils vont les mettre la blagues Carambar. culture, je crois. Oui, c'est ça. Des maths. Comme a dit Amina, des choses un peu ludiques. Ouais. On verra bien ce que ça va donner. Alors maintenant, on va passer à Racine qui va nous parler du pape, bien évidemment. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce pape? Alors déjà, moi j'ai une question à vous poser. Comment élit-on un pape? Moi je sais. Mais bon. Une petite idée? Alors je pense que les cardinaux se retrouvent dans la chapelle Sistine, c'est ça? Oui, c'est ça. Et après ils font une élection et donc on élit un pape ou pas, et quand celui qui est élu, je ne sais pas parler, c'est pas grave, je suis en L. Celui qui est élu,
Enfin, accepte ou refuse. Et Ouais. du coup, d'après ça, j'étais un peu... Bon. Oui, D'après- c'est un peu ça. C'est D'après- Ouais, oui, c'est à peu près ça. c'est Et ça. d'après ça, il y a la fumée noire ou blanche. ou blanche. Alors déjà, ça prend beaucoup de temps. Donc ça peut prendre jusqu'à 1 an et demi pour élire un pape. Au Moyen Âge, ça a mis 1 an et demi. Mm. Et donc c'est d'origine ancienne. Donc ça a l'air un peu compliqué en apparence, mais c'est quand même très logique. Et donc ceux qui votent, ce sont ce qu'on appelle des cardinaux. Ils sont au nombre de 120. Ils se réunissent dans un local qui, dans ce cas-là, c'est la chapelle Sixtine. Et c'est ce qu'on appelle un conclave. C'est-à-dire que le vote a lieu à porte fermée. Alors, pourquoi on vote à porte fermée? Tout simplement pour garantir leur On veut pas qu'il y ait de fuite, quoi. Bon, informations. déjà pour éviter les fuites et aussi pour qu'ils ne subissent pas des pressions extérieures. Et donc le principe c'est qu'il n'y a pas il n'y a personne qui se dit moi je veux être pape, votez pour moi. Et il y a plusieurs tours et au bout d'un moment il y a 2 ou 3 candidats qui se dégagent. Ceux-là on les appelle des papabilés. Donc voilà, et ce sont les hommes qui ont le plus de chances d'être élus pape, et c'est un nom que les médias ont donné à ces personnes. Ah, c'est Et- pas potentiel. Oui. Et donc il y a bien sûr voilà, enfin il y a tout un folklore Le cérémonial. autour de ça. Il y a bien sûr les fumées noires et les fumées blanches qui correspondent c'est la fumée la fumée blanche pour dire que le pape a été élu et une fumée noire pour dire qu'on va voter encore une fois. Il y a aussi une histoire un peu bizarre, c'est le cardinal Camerlinck. Vous savez ce que c'est? Pas du tout. Non. C'est celui qui fait le lien entre la mort du pape, entre le moment où meurt le pape et le moment où est élu le nouveau pape. Voilà, il fait le lien. Et voilà, donc l'important à retenir, c'est qu'on a un vote lent, entrecoupé de nombreuses pauses, oui, et qui vise à sauvegarder l'indépendance des électeurs et à parvenir à un véritable consensus par rapport au pape. C'est tout ce qu'on pouvait dire pour, De l'actualité. de l'explication. Et ça signifie que donc tant qu'ils n'ont pas voté, ils sortent pas de Non. la chapelle. Ils sortent pas. Et ici, ils doivent rester 1 an ensemble. Ils meurent tous. Au Moyen Âge, on leur a donné à la fin du pain et du pain pour qu'ils arrivent à vivre facilement une solution. Sinon, enfin voilà, Ça va être un peu compliqué à la on fin. leur a quand même. enlevé la nourriture au Moyen Âge pour qu'ils trouvent une solution rapidement. Et tu peux nous dire pourquoi le nouveau pape a choisi son nom, François? Parce qu'il a pris en fonction de Saint François d'Assise. Ouais. Et Saint François d'Assise, c'est le patron de l'ordre dans lequel il appartient. C'est un Franciscain. un franciscain. Voilà. Et il souhaite la pauvreté, en fait. C'est un Voilà. ordre mendiant. Il fait vœu de pauvreté pour vivre la même vie qu'a vécu le Christ. Tout à fait. Écoute, merci Racine pour ces informations. On a vu un petit peu plus clair sur cette élection qui est en somme toute très particulière. Maintenant, on passe à Amina et son vide-grenier. Alors là, elle nous sort de derrière les fagots un Dali, Salvador Dali. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Alors d'abord, je vais vous faire une petite présentation, la vie de Dali, et après, comme d'habitude, des petites anecdotes. Bon, alors on sait tous, Salvador Dali, c'est un peintre, c'est aussi un sculpteur, graveur, scénariste et écrivain. Il est catalan, de nationalité espagnole, il est né à Figueras le 11 mai 1904. C'est un des principaux représentants du surréalisme. Alors il a été influencé très jeune par l'impressionnisme. Il quitte Figueras pour recevoir une éducation artistique académique à Madrid.
Et il cherche, donc à Madrid, il commence à chercher son style entre différents mouvements artistiques. Ensuite, il rejoint Paris à l'issue de ses études. Le peintre fait alors à Paris la rencontre décisive des surréalistes. Donc Pablo Picasso, André Breton, Paul Éluard et la femme de Paul Éluard, Gala, qui en fait va devenir sa femme, Oui. qui va piquer la femme de Paul Éluard. Il trouve son propre style à partir de 1929. Il invente la méthode paranoïaque critique. Donc ça ressemble au surréalisme, mais c'est un peu plus dans la folie, avec des éléments qui sont complètement contradictoires, qui rapprochent, etc. Il est quand même un peu fou. Ah oui, le personnage est assez surprenant. Donc, il vécut la guerre d'Espagne en exil, donc en Europe, et puis il quitte la France donc est en guerre, pour aller à New York. Il y fait fortune, il y réside 8 ans. À son retour en Catalogne, en 49, il opère un virage vers le catholicisme. Donc là, il se rapproche de la peinture de la Renaissance, et il s'inspire des évolutions scientifiques de son temps pour faire évoluer son style, qu'il nomme alors, il change le nom de son style et il le nomme maintenant mysticisme corpusculaire. Voilà. Les thèmes qu'il aborde les plus fréquemment, ce sont le rêve, la sexualité, le comestible, sa femme Gala et la religion. Il manifestait une tendance notable au narcissisme et à la mégalomanie qui lui permettait de retenir l'attention du public, donc ça avait un côté pub aussi, mais irritait une partie du monde de l'art qui voyait dans ce comportement une forme de publicité, voilà, donc c'était critiqué ça aussi, ce qui dépassait parfois son œuvre. 2 musées lui furent dédiés de son vivant, le Salvador Dali Museum et le Théâtre Musée Dali. Le Théâtre Musée Dali, c'est lui qui l'a créé. Non. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc Ouais. voilà. Donc voilà, en bref, la vie de Dali. Maintenant, quelques anecdotes. En 55, Dali accepte de donner une conférence à la Sorbonne. Donc il crée l'événement en arrivant en Rolls-Royce jaune et noir, rempli de choux-fleurs qu'il distribue en guise d'autographe. Il tombe amoureux de Gala, donc la femme de Paul Éluard, dès leur première rencontre. Fait troublant, Dali aurait rêvé d'elle et l'aurait peinte avant même d'avoir vue. Bon. Bof. Rentrons dans le personnage, Gaston. Une personnalité controversée. L'article est viré du groupe des surréalistes par ses amis après avoir pris des positions des plus polémiques en faveur des nazis. Bon, ça c'est un peu le mythe qui tombe, mais bon, c'est pas grave. Salvador Dali réalise en 69 le logo de la marque Chupa Chups, qui est toujours d'actualité. Bon, elle a un peu changé, mais en gros c'est resté pareil. Sur la fin de sa vie, il paraît qu'il distribuait à ses visiteurs des feuilles blanches signées de son nom, en leur disant « Tenez, faites donc du Dali et enrichissez-vous ». Il fut demandé à Dali de réaliser une œuvre sur une vitrine d'un magasin new-yorkais afin de lancer une nouvelle marque de parfum appelée Fracasse. Donc il faut retenir le nom. Le jour du lancement, Dali n'avait toujours pas réalisé l'œuvre demandée, et à son arrivée, il lança un pavé dans la vitrine du magasin. Facile. Et je vais finir avec une citation de Dali. Il dit « Il y a toujours un moment dans leur vie où les gens s'aperçoivent qu'ils m'adorent. » Normal. Ah, c'est sûr de lui, quoi. Ouais, ça va. Il a fait une pub aussi pour du chocolat en poudre. À la fin de sa vie, il a fait une pub pour le chocolat en poudre. Le chocolat, En poudre. l'an 20. C'est ça, hein? Ah Je me bon. trompe pas, c'est l'an 20. Hein. Et où il disait justement qu'il est fou du chocolat à l'an 20. Voilà. Ouais. Ah. Et petite question, Amina, pourquoi t'as choisi de faire quelque chose sur Dali? Parce Il qu'en te fait- plaît particulièrement? En fait, bon, j'aime bien la peinture, mais je connais Dali depuis avant. Donc, en fait, j'ai vu une vidéo où il critique le peintre Matisse, je crois. Bref, il fait une critique, mais c'est vraiment, il y a aucun argument. C'est juste, c'est le pire peintre de notre siècle. C'est vraiment, il est nul, quoi. Il est nul. Et le personnage m'a vraiment intéressé. Du coup, j'ai fait quelques recherches. J'ai trouvé d'autres anecdotes sympathiques. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le partager à la radio. Ouais, tu as raison. Très bien, et autour de Shadé, parce que depuis le début il s'endort sur son micro là, on n'entend pas.
Alors, Mais le hoax et le buzz. Hein. Melik est pas là pour animer, donc il est pas là pour faire Dynamiser. son hoax non plus. Donc pour la peine, je vais faire les deux. Bon, Gaston, tu vas un peu m'aider, hein, parce que je suis tout seul. Voilà. Pour commencer, je vais commencer avec le buzz. Donc pour continuer avec l'histoire du pape de Gaston, le 111e pape, je sais pas si ça vous dit quelque chose, la prophétie de Saint Malachie. Il s'agit du 111e pape qui avait prédit que le 111e pape après lui serait le dernier et qu'après ça il y aurait la fin du monde. Donc le 111e vient d'être élu et donc on s'attend à ce que C'est le ça pape fait. François. Ouais, on semble, parce que le pays, il est encore il est encore jeune, le pape, donc on a au moins 5 ans de répit, donc. Une petite marge de manœuvre, oui. Donc voilà, mais c'est à sa mort que la fin du monde arrivera. Mais c'est à la mort du pape François que ça sera la fin du monde. Selon Saint Malachie, qui est un peu bizarre, vu que Pourquoi il a dit après moi, ça sera la fin du monde. Bon. Mais bon, il a laissé de la marge quand même, sans qu'on se passe, ça va. Et puis donc voilà, et je vais vous parler d'un hoax. C'est un étudiant en littérature de la Renaissance qui a repris l'idée de Nostradamus. Il a écrit des prophéties en fait qu'il a rassemblées dans un recueil au XVIe siècle. Et donc pour lui, en fait, une des prophéties concerne Gangnam Style qui est sorti en 2012 et que ça annonce en fait la fin du monde. Donc je vais vous lire Comme par hasard. voilà, je vais vous lire la citation. Du matin calme, la fin viendra. Une fois le nombre de cercles alignés à 9, sera du cheval qui danse, la fin arrivera. Et donc le matin calme, pour lui c'est la Corée, donc le soleil se lève à l'est. Les 9 cercles, Gangnam Style a atteint 1 milliard de vues sur YouTube, c'est le nombre de 0. Et le cheval qui danse, c'est le principe. C'est la chorégraphie. Hein. Voilà. Et la fin, c'est la fin du monde. Donc voilà, mais bon, hein, non, c'est un haut, donc ne vous inquiétez pas, vous regardez Gangnam Style tranquillement, vous allez pas mourir. Il n'y aura pas de souci alors. Donc voilà, j'ai fini. Ça finit très bien. Mais notre émission touche à sa fin. À la semaine prochaine ou dans 15 jours, on verra si on fait une émission et j'espère avec beaucoup plus de monde. Ah oui, on Inch'Allah. espère bien. Inch'Allah, comme on dit. Allez, au revoir, à bientôt.